Bonjour à tous, suite au test du Canon R8, avalanche de commentaires, avalanche de questions. Alors dans cette vidéo, on va parler des autres marques, Panasonic, Sony, Nikon, Fujifilm notamment, mais on va aussi beaucoup parler de Canon parce que j'estime que si vous avez des objectifs Canon depuis toute une vie et que ou vous avez déjà des boîtiers Canon, probablement que vous hésitez plus entre boîtiers Canon. Et c'est vrai que aux alentours de 2000 € aujourd'hui, on peut se payer un Canon EOS R, RP, R6, R7, R8. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Damien, je suis complètement perdu ». Donc, on va essayer de voir. Je vais essayer de vous dire un peu les points positifs et les points négatifs de chacun d'entre eux. Parce qu'en termes de prix, c'est vrai qu'ils se tiennent à quelques centaines d'euros. Alors, c'est une vidéo que je ne peux pas vous illustrer parce que ça me demanderait beaucoup trop de temps. Donc, il faut l'écouter un peu comme un podcast puisque ça sera uniquement du facecam. Mais comme ça, je réponds un peu à toutes les questions que j'ai. Alors, un rappel quand même pour commencer. Tous les boîtiers dont on va parler sont absolument excellents. Et l'important pour choisir un boîtier, c'est de déterminer votre besoin parce que tous ces boîtiers-là, même des boîtiers à 3000 €, ils ont tous des compromis et ce n'est pas les mêmes selon les modèles. Et un deal breaker pour l'un ne sera pas un deal breaker pour l'autre. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est stop au switch. Il y a des cycles de vie de chaque marque. Et je pense que le plus important, c'est d'investir dans des objectifs au lieu de passer d'un boîtier d'une marque A à un boîtier d'une marque B parce que tous les 6 mois, il y en a un qui prend de l'avance sur l'autre. Le mieux, c'est d'être patient, d'investir dans une marque sur le long terme, de vous créer un panel d'objectifs qui vont vous permettre de varier vos images et de varier vos focales plutôt que de switcher d'une marque à une autre et de jamais avoir un parc d'objectifs conséquent. Donc moi, si j'étais vous, je ne switch pas à chaque fois qu'il y a une nouveauté et je résiste à la tentation d'avoir le dernier matos qui brille le plus, le moment voulu, et je crée un parc d'objectifs et surtout, je choisis mon matériel en fonction du parc d'objectifs que j'ai déjà. Et tant pis si à un moment donné, une marque est un peu à la traîne, c'était le cas de Panasonic. Vous voyez, ils sont revenus en termes d'autofocus, donc il ne faut pas désespérer. Il y a des cycles comme ça et à un moment donné, il y a une marque qui est un peu en retard par rapport à une autre. En ce moment, c'est Nikon qui, c'est vrai, a des boîtiers qui sont un peu plus vieillissants que les autres marques. Je suis certain que là, dans les 6 mois, 10 mois, Nikon va aussi avoir des nouveautés. Allez, on commence par le Canon R8, 1800 €. Moi, c'est un boîtier que je vois 75% photo, 25% vidéo, le Canon R8. Parce que moi, en fait, j'estime que le Canon R8, il est idéal si vous cherchez le meilleur autofocus du marché à prix réduit. En fait, c'est un appareil qui est taillé pour le sport, mais à 1800 € en plein format, franchement, c'est quand même assez rare. Je pense qu'il est idéal aussi le Canon R8 en second boîtier, vous savez, à budget moindre. Vous pouvez avoir un boîtier avec un capteur stabilisé, les 2 ports SD et compagnie, avoir besoin d'un deuxième boîtier que vous n'utilisez pas tout le temps. Et le Canon R8, ça vous permet de vous équiper d'un deuxième boîtier comme ça, avec un tarif qui est quand même assez réduit, entre guillemets. Le défaut de quand on achète le Canon R8 pour rentrer chez Canon, c'est la gamme d'objectifs, puisque on n'a pas énormément non plus d'objectifs à prix réduit. Alors Canon a une belle gamme quand même d'objectifs en 1.8. Ils ont bien travaillé par exemple sur des objectifs comme le 100-400, comme le 600 ou comme le 800 f11. Donc je ne dis pas du tout qu'ils n'ont rien. Ils ont quand même bien travaillé Canon, n'empêche que ils n'ont pas une gamme absolument complète. Ils n'ont pas par exemple de 24-70 f4 et ils ont pas non plus une gamme avec Sigma ou avec Tamron. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est au niveau des objectifs et du choix qu'on a lorsqu'on s'est investi dans cette monture-là qu'on a un petit manque par rapport aux autres. Une autre manière de le voir, comme je le dis souvent, c'est que le Canon R8, il va vous permettre d'investir un peu moins pour le boîtier et d'en mettre un peu plus sur les objectifs. Donc clairement, si vous vous équipez une première fois, ça va vous permettre d'équilibrer un peu plus votre budget, d'en mettre un peu moins sur le boîtier, de faire des compromis sur le boîtier, mais ça va vous permettre d'avoir un peu mieux sur les objectifs, et c'est les objectifs qui font les images. On m'a parlé énormément dans les commentaires du Canon R8, du Panasonic S5 II. Je voulais tester, je le connais par cœur ce Panasonic S5 II. C'est un peu plus cher quand même que le Canon R8. C'est 400 € de plus, mais j'estime que ce n'est pas tout à fait la même gamme, puisque le Panasonic S5 II, il vient jouer dans la cour des Sony A7 IV, des Nikon Z6 II. Donc, ce n'est pas tout à fait la même gamme quand même, le Panasonic S5 II. N'empêche que moi, j'estime que le Panasonic S5 II, probablement qu'on le choisit à 75% pour son côté vidéo et à 25% pour son côté photo. Donc, c'est l'inverse en fait du R8. Le R8, moi, je l'ai tagué 75% orienté photo, 25% pour la vidéo. Là, j'estime que c'est l'inverse. 75% pour la vidéo. Le Panasonic, ce n'est pas un entrée de gamme, puisque je vous dis, il est plutôt au milieu de gamme.
Donc, il a un capteur ultra bien stabilisé, donc contrairement au R8 qui n'avait pas de stabilisation, ici c'est différent. On a une qualité d'image qui va être similaire hein, entre les capteurs, c'est un très bon capteur aussi sur ce S5, et lui il a l'ergonomie professionnelle, il a les joysticks, il a 2 cartes SD dans un port dédié, il a aussi le Pixel Shift qui va vous permettre de faire des photos haute résolution. L'autofocus est super sur ce S5 II, c'est la première fois qu'ils ont un autofocus de phase, mais il n'est quand même pas dans la même ligue d'un Sony ou d'un Canon. Pour moi, le Panasonic S5 II, il est équivalent à peu près au niveau autofocus qu'avait un Sony A7 III. Donc c'est un super autofocus qui est encore dans le coup aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose qu'un Sony ou qu'un Canon dernière génération. En photo, vous voyez, il y a certaines petites limitations. Il n'y a pas de RAW compressé, il n'y a pas de RAW compressé sans perte, avec perte. Il n'y a pas, la rafale est parfois un peu limitée, les temps d'écriture sont un peu longs. On est sur un boîtier qui n'est pas toujours très réactif, le rolling shutter est plutôt moyen. Donc c'est pour ça qu'en photo, je suis un peu moins 100% convaincu qu'en vidéo, où là, en vidéo, vous en avez vraiment pour votre argent sur le S5 II. Déjà, vous avez des vidéos au format ciné, donc le fameux 17/9. Vous avez l'anamorphique, vous avez tous les outils pour les vidéastes, notamment les waveforms. Alors, on a la 4K 60, mais on a un crop pénible, hein, contrairement au R8. Mais bon, c'est vrai que le Panasonic qui va s'utiliser en Vlog, hein, le Vlog, c'est une colorimétrie qui est géniale, c'est un log qui est très réputé. Qui va être facile à étalonner, qui ne va pas consommer énormément de ressources sur votre appareil. C'est vrai que le C-Log 3 n'est pas reconnu pour avoir énormément de dynamique. Donc là, on a un Vlog avec une vraie dynamique. C'est clair qu'un vidéaste va se sentir plus à l'aise et dans un écosystème beaucoup plus riche sur un Panasonic S5 II. Et on a aussi le All-Intra hein, sur le S5 II qu'on n'a pas sur du R6 Mark II et même sur du R8. Donc, c'est sûr que le Panasonic S5 II, un vidéaste, je pense qu'il ne va pas hésiter longtemps. Il va tout de suite s'orienter sur le S5 II. Par contre, quelqu'un qui a un budget un peu plus réduit et qui fait prioritairement de la photo, moi j'estime qu'un R8 va probablement mieux lui convenir. Enfin, l'atout de Panasonic, c'est que ils ont eux-mêmes une bonne gamme d'objectifs comme Canon, j'ai envie de vous dire, mais ils ont la présence de Sigma. Et la présence de Sigma, dans un catalogue, ça change absolument tout parce que vous avez des rapports qualité-prix avec une qualité qui est quasiment aussi bonne que celle d'un constructeur. Et clairement, pour le budget, ça fait vraiment la différence. En résumé, choisir entre un Canon R8 et un Panasonic S5 II, moi je pense que c'est assez facile parce que ils n'ont pas du tout les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. La seule chose qu'ils partagent en définitive, c'est une colorimétrie que personnellement j'affectionne énormément aussi bien chez Canon que chez Panasonic. Mais pour le reste, franchement, je pense que ça va être assez rapide de choisir entre les deux. On va maintenant parler des modèles de chez Canon. On m'a beaucoup interrogé. Waouh, le Canon R7, Damien, mais il est au même prix que le Canon R8. Lequel je dois prendre? En fait, le R7, c'est un APS-C. Et la manière dont il faut le voir, c'est que c'est un APS-C, donc c'est un téléconvertisseur en fait de luxe. C'est comme ça que je vous l'avais présenté à l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre n'importe quel objectif plein format, vous allez faire x 1,6 et donc ça va vous permettre d'avoir des gros zooms. Mais vous pouvez prendre un 100-400 et vous allez avoir un plus de 600 mm sur un Canon R7 et en fait ça va être extrêmement complémentaire à un plein format. En plus ici vous avez 33 millions de pixels. C'est l'équivalent en fait d'un plein format qui serait à plus de 80 millions de pixels. Donc c'est le top, c'est vraiment le top. En complément, si vous avez besoin de très longues focales, vous avez un plein format d'un côté, vous avez un R7 de l'autre, vous mettez vos objectifs plein format sur le R7, c'est le top. En plus, capteur stabilisé, niveau automatique, mais le capteur, il fait des compromis un peu sur la montée en ISO. Ce n'est pas un capteur de dernière génération. La montée en ISO n'est pas géniale sur un Canon R7. La dynamique est bonne, mais on est quand même un stop de dynamique inférieur à ce que peut proposer un Canon R8. Et le vrai défaut du Canon R7, c'est qu'on a une gamme d'objectifs RFS qui est aujourd'hui inexistante. Et puisque la gamme des objectifs RFS est quasiment inexistante, et en fait il n'existe que les objectifs de kit en gros, on va surtout mettre des objectifs plein format dessus. Donc, c'est un complément idéal à un plein format, téléconvertisseur de luxe. C'est très bon en animalier, c'est parfait pour le sport, ce genre de choses-là. Par contre, ça va probablement être un peu moins idéal pour du paysage, par exemple, parce que ça va être difficile d'avoir un ultra grand angle avec le Canon R7 et ça va être pas idéal si vous montez régulièrement dans les ISO, parce que la montée en ISO, elle n'est pas géniale. Donc, c'est clair que si vous cherchez un boîtier à ce tarif-là pour rentrer dans la gamme Canon, moi, je pense que le R7, on doit prioritairement le choisir pour compléter un plein format.
alors que le R8, bah, si vous savez d'avance que ce qu'il vous faut, c'est un plein format équilibré, le R8 va être un très bon choix. Au même prix, on trouve aussi le Canon EOS R, le premier né qui a vu naître la monture de chez Canon. Alors, sachez que c'est un modèle qui a été arrêté. Et à ma connaissance, il ne sera pas remplacé. Parce qu'en fait, c'était quelque part un banc d'essai. Il n'y avait pas de numéro sur le Canon EOS R. Et aujourd'hui, 33 millions de pixels, ça vient tomber exactement entre un R6 et un R5. Il n'y aura pas de place, sincèrement, dans la gamme pour avoir ce EOS R2. Donc probablement que, pour moi, il ne sera pas revu. Il n'avait pas de joystick. Il avait une rafale qui était trop limitée. Il avait un bon autofocus, mais c'était la première génération, là où aujourd'hui, on est plutôt à la 3e génération. Et ce capteur de 33 millions de pixels, il faisait des belles images et compagnie. Mais Canon a énormément évolué depuis. Et je vous montre juste une histoire de dynamique. Vous voyez, le RP en termes de dynamique est quand même bien inférieur à tous les autres. Vous voyez, il est plutôt à 9, alors où les autres sont à 11,5. Donc 2 stops et demi sur le RP. Mais le R, vous voyez aussi, était quand même un peu en deçà sur le R. On avait un bon stop de dynamique en moins par rapport à tous les autres hybrides. Et toutes les courbes que vous voyez ici en haut, bah, c'est tous les autres. C'est le A7 IV, c'est le Nikon Z5, c'est le R6 Mark II, c'est le R5, c'est les Sony. Donc on voit que tous les capteurs plein format, aujourd'hui, ils se valent en termes de dynamique. Franchement, c'est quasiment la même à un chouïa près. Par contre, le Canon EOS R et le Canon EOS RP, ils n'étaient pas exactement au même niveau. Donc aujourd'hui, c'est un boîtier qui reste excellent. Si vous pouvez l'avoir à prix doux, bah, ça reste un super boîtier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un Canon EOS R8, pour le même tarif, moi, je trouve qu'il vous en donne beaucoup plus. Le Canon EOS RP, bah, lui, c'était le vrai entrée de gamme de chez Canon. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas à remplacer. J'ai entendu beaucoup de dire, c'est le Canon EOS R8, c'est le RP2. Moi, je pense pas. Parce que le RP, moi je le vois plutôt entre 1000 et 1300 euros. Et probablement que le RP, vous voyez, c'est une dynamique qui est un peu plus limitée. C'est une rafale qui sera plus limitée. Donc le RP, c'est aussi un très bon appareil. Mais il faut le payer, moi je pense, hein, il faut le payer plutôt dans les 1000 euros, voire moins de 1000 euros pour que réellement, je trouve, on en ait vraiment pour son argent. Parce que sinon, je lui préfère un R7 ou un R8. Dans ces tarifs-là, on trouve aussi le Canon R6 Mark I. Et oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. Et certains me disent, mais oui, mais si j'ai le choix entre un R8 et un R6 Mark I, je prends quoi? En photo, sur le R6 Mark I, vous avez un autofocus de seconde génération. Sincèrement, il était excellent cet autofocus. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autofocus qui sont aussi performants que ce R6 Mark I encore aujourd'hui, mais il n'était pas très flexible. C'est-à-dire que tous les collimateurs ne sont pas suivis, la détection de tous les types de sujets est un peu moins performante que ce qu'on a aujourd'hui. En photo, l'évolution, elle n'est pas si incroyable que ça. C'est un appareil qui reste vraiment dans le coup. Là où il m'avait frustré, ce R6 Mark I, c'est là en vidéo, il m'avait frustré sur la surchauffe, sur le fait qu'il soit limité à 30 minutes, sur le fait que les modes soient limités. On n'avait pas AV et TV, par exemple, lorsqu'on filmait sur le R6. Pour moi, c'était frustrant dans mon utilisation à moi. C'était des paramètres qui étaient devenus un peu frustrants. Attention, hein, aussi bien en photo qu'en vidéo, le R6 Mark I, c'est un rolling shutter qui n'est pas terrible, qui fait que lorsqu'on utilise l'obturateur électronique, on peut avoir rapidement des problèmes. Donc c'est clair qu'il a quelques avantages par rapport à un R8. Vous avez 2 slots de carte SD, vous avez un IBIS, donc un capteur stabilisé, mais attention, hein, en ultra grand angle, il avait pas mal de wobbling, donc on voit les coins comme ça qui n'arrêtent pas de bouger. On a une autonomie avec la vraie batterie Canon, donc on a une autonomie 2 fois meilleure à un Canon R8. Et évidemment, on avait l'ergonomie professionnelle, hein. Joystick, molette tournante, les boutons. Donc le R6, c'est un super boîtier, hein, un excellent équilibre. Mais il avait quand même quelques limitations, ce R6 Mark I. Donc si ces limitations-là, bah, ça ne vous gêne pas, bah, c'est un super boîtier encore aujourd'hui. Et probablement que c'est mieux qu'un Canon R8. Mais si ces limitations-là, qu'en photo ou en vidéo, vous gênent, bah, probablement qu'il faut plutôt regarder au niveau d'un Canon R8 ou d'un Canon R6 Mark II. C'est à vous de voir si les limitations étaient gênantes. Dans le même tarif, on a un Sony A7 III. Le Sony A7 III, bah, il est toujours dans la gamme. En fait, Sony, au lieu d'avoir des vrais modèles entrée de gamme, a tendance à garder d'anciens boîtiers pendant des générations et des générations. Il baisse juste le prix. Je crois que Sony vend encore le Sony A7 II aujourd'hui, hein. Le Sony A7 III, c'est un excellent capteur. La grosse force, c'est qu'il vous donne accès à une gamme d'objectifs ultra riche. Il y a 70 objectifs chez Sony. Vous avez tout Sigma et tout Tamron. Et clairement, en fait, le A7 III, bah, c'est un bon premier boîtier
pour entrer dans cet écosystème-là qui offre aujourd'hui sur le marché des hybrides le meilleur rapport qualité-prix. Donc clairement, c'est un boîtier qui est toujours dans le coup, notamment en termes d'autofocus, parce que je vous disais, hein, moi j'estime que le Sony A7 III, il est équivalent à ce que propose le Panasonic S5 II comme autofocus. On a une ergonomie professionnelle avec un capteur stabilisé, un dual slot de carte SD, un joystick, une super autonomie. Par contre, on est sur un boîtier qui est d'ancienne génération. Ces boîtiers-là, ils n'avaient pas de 4K 60, on n'a pas de détection des yeux hein, en vidéo, on a une rafale qui est limitée, on a un rolling shutter qui est bof. Il a aussi été un peu critiqué, le Sony A7 III, hein, pour une colorimétrie qui était perfectible. Les menus aussi sont parfois un peu compliqués. L'ergonomie n'est pas toujours exceptionnelle sur ce Sony A7 III. L'écran n'est pas pivotable hein, et il est peu lumineux lorsqu'on est en extérieur. Donc c'est un boîtier qui n'est pas dénué d'imperfections, mais c'est un boîtier qui est quand même bourré de qualité et qui vous donne accès à un parc d'objectifs qui est sans commune mesure aujourd'hui dans le monde des hybrides. Donc c'est un boîtier où si vous mettez la priorité sur les objectifs, et en vous disant bah, le boîtier je le changerai quand ça aura encore un peu plus évolué, bah, c'est clair que c'est une bonne porte d'entrée à l'écosystème Sony. Chez Nikon, dans ces tarifs-là, bah, on a le Nikon Z5. Le Nikon Z5, c'est un excellent capteur stabilisé. On a 2 ports de carte SD. Le capteur super dynamique, bonne montée en ISO. Par contre, là où ils font les compromis chez Nikon, bah, c'est sur l'autofocus. L'autofocus, il est un peu limité. La rafale est un peu limitée. Ils sont très limités par contre en vidéo. On n'a pas du tout de détection en vidéo. L'autofocus marche vraiment moyen en vidéo. Mais c'est un bon appareil photo pour un passage doux, en fait, pour faire une transition. Si vous avez des objectifs Nikon et commencer votre transition vers les hybrides, bah, c'est probablement un bon boîtier d'attente, j'ai envie de vous dire, en attendant qui est mieux, sans devoir switcher et en restant chez Nikon. Et enfin, à ce tarif-là, on a le Fujifilm X-T5. Bah là, on est dans l'écosystème Fujifilm. L'écosystème Fujifilm, c'est de l'APS-C haut de gamme. C'est aussi l'accès à une gamme d'objectifs qui est extrêmement riche, avec Sigma et avec Tamron. L'APS-C, ça veut dire plus de compacité, c'est un meilleur rapport qualité-prix indéniable, c'est moins cher clairement que du plein format. En plus ici avec le X-T5, bah, vous allez avoir accès à du 40 millions de pixels, vous allez avoir une qualité d'image qui va être top. Hein. Donc il y a quand même des défauts, c'est que 40 millions de pixels sur un capteur plus petit, bah, vous allez avoir une montée en ISO qui va être limitée et vous allez avoir un autofocus et une rafale qui va être encore plus limitée. L'autofocus est plutôt bon avec des algorithmes de détection de dernière génération. Par contre, la rafale, ce n'est pas un appareil qui va être adapté à du sujet en mouvement très rapide. Donc, encore une fois, bah, tout n'est pas rose, il y a des compromis à accepter. Tout dépend de quelle est votre priorité. Si votre priorité, c'est des objectifs qui sont le plus compacts possible, bah, clairement, choisir l'APS-C, ça va aller vers la compacité. Donc, vous voyez, au final, il y a des bonnes raisons de choisir chacun de ces appareils photo-là. Ce qui est important, c'est de savoir, vous, quel compromis vous avez envie d'accepter, quels sont votre besoins et quels sont les objectifs que vous possédez déjà, parce que c'est déterminant sur quel modèle vous allez pouvoir choisir. Mais tous ces appareils-là, ils sont tous très bons et ils vont tous vous permettre de faire de super photos et de super vidéos. Moi, je vous le dis souvent, mais le meilleur magasin, ipln.fr. Si vous cherchez du conseil, vous avez un chat dans la fenêtre qui doit se retrouver par là. Donc, le chat sur ipln.fr, vous pouvez leur demander conseil. Vous avez une équipe de frangins. Donc, c'est un magasin français familial situé à Lyon. Vous mettez le code créateur Damien. Moi, ça soutient mon travail, ça soutient mes vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!